Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon alors je suis en charge de vous réveiller et de commencer la journée. Ça va être compliqué, on est jeudi matin, la semaine a été longue. Et je vais vous parler d'un sujet très réveillant qui est la souveraineté, pour vous dire combien c'est difficile et combien c'est un challenge. Écoutez, quand on m'a proposé de venir parler ici, à la TechFest à Grenoble, j'ai dit immédiatement oui, parce que la TechFest, c'est un super événement, parce que c'est à Grenoble, et qu'il faut que vous sachiez que le cœur de Schneider en France bat à Grenoble. Et puis de façon plus personnelle, c'est là où j'ai commencé mon parcours chez Schneider, donc je reviens régulièrement ici, et toujours avec plaisir. Et puis ensuite est venue la deuxième partie de la convocation, qui était de dire il va falloir parler de souveraineté. Et là, j'avoue que je me suis gratté la tête, parce que quand vous êtes une entreprise comme Schneider Electric, qui opère dans un secteur aussi stratégique que l'énergie, et dans 100 pays, tous les jours, on réfléchit à ces sujets de souveraineté, de continuité, de la supply chain, de propriété de nos technologies, etc. Mais je ne suis pas un politique, et donc vous parler de souveraineté de façon absolue me semble un peu compliqué. Ceci dit, nous travaillons chez Schneider Electric, et je vois quelques Schneider dans la salle, nous travaillons sur le sujet des technologies de l'énergie. Et l'énergie est au cœur de la géopolitique et au cœur des sujets de souveraineté. Et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on a, grâce à l'évolution technologique et grâce à une révolution mondiale, qui est cette révolution de l'électrification, on a les possibilités en Europe de revenir sur le sujet de la souveraineté énergétique, où on n'est pas du tout aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de slides, beaucoup de données. Je reste un ingénieur, c'est pénible le matin, mais j'ai essayé de partager avec vous quelques données qui soutiennent le raisonnement. Donc, premier élément, si vous regardez ce qui se passe dans le monde de l'énergie, on est face à un énorme challenge. Le premier challenge qu'on a lorsqu'on travaille dans l'énergie, c'est de fournir de l'énergie à un niveau de fiabilité acceptable et pour accéder à un niveau de classe moyenne à 5 milliards de plus de personnes dans le monde. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète. Il y en a 5 milliards dont on fait partie qui ont un accès correct à l'énergie, 3 milliards qui n'ont pas encore un accès à l'énergie, et il y a 2 milliards de personnes qui vont nous rejoindre dans les 25 ans qui viennent. Donc le challenge, c'est de fournir de l'énergie à 2 fois plus de personnes, pas dans les 50 ans, pas dans les 100 ans qui viennent, mais dans les 25 ans qui viennent. C'est le challenge de notre génération. En même temps, l'énergie, c'est la première source d'émissions de carbone. Donc au moment où il faut multiplier par 2, il faut qu'on divise par 2 les émissions de carbone. Et le troisième point, c'est que 80% de la population mondiale vit dans des parties du monde dans lesquelles il n'y a pas d'accès à la façon traditionnelle de produire de l'énergie, qui sont les énergies fossiles. Et en plus, ces énergies fossiles ne sont probablement pas la solution, puisqu'elles sont les premières émettrices de carbone. Résultat de tout ça, c'est préparez-vous à une révolution. Nous avons été habitués sur les 40 ans qui viennent de s'écouler à un monde qui était 20% électrique, 80% fossile. Dans les 25 ans qui vont venir, on va passer de 20% électrique à 50% électrique, plus d'un doublement qui va se passer aujourd'hui dans les années qui viennent. L'autre point que je voudrais aussi qu'on intègre et qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important dans le domaine de la souveraineté de l'Europe, c'est que le sujet de l'énergie est la première condition pour l'accès à la pertinence stratégique. Et aujourd'hui, vous savez que la grande révolution qui est en train de s'accomplir, c'est celle de l'AI, de l'intelligence artificielle, et que la première condition pour être capable d'être pertinent, d'exister au niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'accès à l'énergie. Ce n'est pas l'accès à l'énergie, c'est l'accès à l'électricité. Donc l'électricité était une espèce de commodité, mais aujourd'hui c'est devenu un des ressorts stratégiques de l'accès à l'intelligence artificielle, donc de la digitalisation. Donc vous voyez d'ores et déjà que ce sujet de l'énergie a pris une importance considérable dans la géopolitique mondiale. Et si on s'arrête 2 minutes, on l'a expérimenté en Europe. En Europe, on vit très confortablement. Moi, ça fait 25 ans que je vis en dehors d'Europe, et l'Europe est probablement l'endroit le plus confortable du monde. On avait oublié que l'énergie était un vrai problème. Maintenant, en 2022, lorsque l'Ukraine a été envahie par la Russie, on s'est rendu compte que non seulement on n'avait plus accès à l'énergie,
Mais on s'est rendu compte aussi que les prix de l'énergie s'étaient envolés. Ça nous a coûté 336 milliards d'euros supplémentaires, ce qui vous le ramenez à l'Européen moyen, c'est 700 euros par Européen en moyenne. Et si vous mettez ça au niveau d'une famille, c'est un impact considérable sur le budget et sur la paupérisation de l'Europe à l'époque. Et puis enfin, vous avez eu quand même 10% des ménages en Europe qui n'ont pas réussi à se chauffer. Donc l'Europe a découvert ce que tout le monde sait, c'est que l'énergie, c'est votre passeport pour une vie décente. La digitalisation, c'est votre passeport pour une inclusion économique ou éducative. Et les deux vont ensemble et les deux sont reliés. Dans tout ce constat, il y a quand même une très bonne nouvelle. C'est que la technologie a évolué sur les 20 dernières années et que la combinaison de la digitalisation, c'est-à-dire l'Internet appliqué aux objets, et de l'électrification qui permet de décarboner, basée sur des énergies renouvelables, fait qu'on peut aujourd'hui, en combinant électrification et digitalisation, éliminer 70% des émissions de carbone existantes aujourd'hui au monde. Donc le vrai sujet auquel on fait face, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aujourd'hui, puisque non seulement c'est de l'élimination d'émissions de carbone, mais c'est aussi des réductions de coûts, parce que cette énergie électrique et digitalisée est beaucoup plus efficace que ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais cette révolution, elle a commencé. Elle a commencé, et vous le voyez aujourd'hui dans les chiffres, sur les 2 dernières années. Et cette électrification, et j'en parlerai, elle n'est pas venue de la fourniture d'énergie, mais elle est venue de la transition des usages de l'énergie. Si vous regardez aujourd'hui, la consommation d'énergie a commencé à monter à cause de cette transition vers l'électrification, mais l'électrification croît aujourd'hui 4 fois plus vite que la moyenne de la consommation énergétique des dernières années. Donc on a véritablement cet envol de l'électrification qu'on voit aujourd'hui se passer. Et lorsque vous parlez d'énergie, et moi ça fait 40 ans que je travaille pour Schneider et 40 ans que je parle d'énergie, et lorsque vous adressez aux médias, ou lorsque vous ouvrez la télé, et qu'on vous parle d'énergie, on vous parle toujours d'offres. C'est est-ce qu'on est pro-nucléaire ou contre le nucléaire? Est-ce qu'on aime le renouvelable ou pas le renouvelable, etc. Mais quand vous y réfléchissez, les transitions énergétiques ne se passent jamais par l'offre. Elles se passent toujours par la transition de la demande. On n'est pas en train de transitionner vers le véhicule électrique parce qu'il y a plus d'électricité. En fait, il n'y a pas plus d'électricité. On transitionne vers le véhicule électrique parce que des sociétés ont inventé des véhicules électriques plus performants, plus confortables, plus sympas et moins chers que des véhicules à fossiles dans le futur. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que quand vous vous projetez dans les 25 années qui viennent, on parle beaucoup de la poussée de la consommation électrique due à l'IA, mais en fait, ça sera la 3e source d'augmentation de l'électrification. La première chose, c'est l'électrification des bâtiments, qui aujourd'hui sont largement chauffés au gaz et au pétrole et qui vont transitionner vers les pompes à chaleur. Il y aura plus de systèmes d'air conditionné à cause du réchauffement climatique aussi. La 2e chose, c'est la mobilité électrique. Lorsqu'on y réfléchit, la mobilité, c'est la plus grande migration énergétique qu'on ait connue depuis 100 ans. On va faire passer la plupart des véhicules vers l'électrification. Enfin, il y a les centres de données, qui sont le support de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, l'industrie, parce que lorsque vous opérez des usines en Europe et que vous faites le constat de bon sens qu'il n'y a pas d'énergie fossile en Europe, le seul moyen d'être compétitif, c'est de passer à l'électrique. Et la réalité, c'est que c'est la même chose en Inde, 20% de la population mondiale, c'est la même chose en Chine, 20% de la population mondiale, et c'est la même chose dans 80% du monde, enfin, dans les parties du monde où vivent 80% de la population mondiale. Donc ce passage à l'électrification, c'est le seul moyen d'avoir accès et à l'efficacité, c'est le seul moyen d'avoir accès à une souveraineté énergétique. Alors maintenant, comment est-ce que le monde réagit à cette révolution? Alors je dirais que vous avez aujourd'hui un pays qui montre la voie. C'est la Chine. La Chine a constaté il y a des décennies, que
elle n'avait pas accès aux énergies fossiles. La seule énergie fossile disponible en Chine, c'est le charbon. Et le charbon est polluant et génère des problèmes de santé publique qui sont un véritable problème politique en Chine. Face à ce constat, la Chine a décidé d'être un electrostate, un pays électrique. Et si vous regardez ce qu'a fait la Chine sur les 25 ans qui viennent de s'écouler, c'est de multiplier leur génération d'électricité par 10. Je voudrais juste que vous intégriez ça, enfin qu'on comprenne bien que la Chine aujourd'hui produit plus d'électricité que les États-Unis, l'Europe et l'Inde ensemble. Donc la Chine a construit l'électrification comme un avantage stratégique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui en Chine à la constitution de data centers pour l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de limite en Chine pour le développement du véhicule électrique et donc la décarbonisation de l'électricité. Et la Chine, en même temps qu'elle travaille à cette transition de la demande, travaille aussi à la transition de l'offre, en ayant aujourd'hui des combinaisons renouvelables plus batteries qui sont moins chères que la génération d'électricité à partir de charbon. Les États-Unis, comme vous le savez, sont devenus, dans les 15 dernières années, très riches en énergie fossile. Il y a 20 ans, les États-Unis étaient le premier importateur d'énergie fossile. Au travers des shale gas, etc., ils sont devenus le premier exportateur d'énergie fossile. Et donc, eux sont très en retard au niveau électrique, mais sont en train de se remettre en cause parce que vous ne pouvez pas alimenter l'intelligence artificielle avec des gaz de schiste ou avec du pétrole de schiste. Il vous faut de l'électricité. Donc les États-Unis sont en train de revenir vers l'électricité, sans le dire de façon très ouverte. Et il y a un point que je veux partager avec vous, parce qu'il me frustre énormément, c'est que l'Europe, sur les 25 dernières années, est restée au même niveau. La France était un pays qui, dans les années 70, 60 et 70, face au choc pétrolier, avait établi le constat que, n'ayant pas d'énergie fossile, le futur devait être électrique. D'où la filière nucléaire qui aujourd'hui est complétée de la filière renouvelable. On a eu des atermoiements continus sur la question énergétique pendant les 25 années qui viennent de s'écouler. Et donc, la France était environ à 25-26% d'électrification. On est toujours à 25-26% d'électrification. Alors qu'on a une filière nucléaire et une capacité à mettre en place du renouvelable. Vous connaissez l'ensoleillement de notre pays, vous connaissez l'exposition au vent de notre pays, des ressources qui sont exceptionnelles. Et donc, si vous mettez à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France, et quand vous voyez ce que nous coûte aujourd'hui notre modèle énergétique, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau émissions, on a une opportunité énorme avec cette combinaison d'efficacité par le digital et de décarbonisation par l'électrification, de passer de où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 20% en Europe d'électrification, à un niveau d'électrification qui soit de 50% et de diminuer fortement nos imports d'énergie fossile. Quel est le défi pour l'Europe? Premièrement, on a une infrastructure vieillissante. Et à chaque fois que vous mettez pour tous ceux qui ont mis en place du renouvelable sur leur toit ou qui ont investi dans des usines de production renouvelable, enfin des installations de production renouvelable, ça prend beaucoup de temps d'avoir accès au réseau électrique et d'avoir accès à suffisamment d'énergie. Deuxièmement, on est des pays bureaucratisés. Donc ça veut dire qu'avoir des permis pour avoir accès à de l'énergie renouvelable ou à de nouvelles connexions, ça prend beaucoup trop de temps. Troisièmement, aujourd'hui, notre industrie et nos sociétés meurent du prix de l'énergie. Notre prix de l'énergie, du gaz et de l'électrification, pas à cause de la production, mais à cause de la taxation, est 2 à 3 fois plus élevé que ce qu'on a en Chine ou ce qu'on a aux US. Ce qui veut dire que, structurellement, notre fourniture énergétique n'est pas compétitive. Et puis enfin, 58% de notre énergie est importée de pays qu'on croyait parfois amis, comme la Russie, et qui le lendemain ne sont plus amis et dont on est complètement dépendant. Donc quand on parle de souveraineté, j'essaierai de vous amener vers cette conclusion, c'est un choix de vie. Et ce choix de vie, il est fait de choix stratégiques forts, d'exécution en face de ces choix stratégiques
qui est continue, persistante, ce qu'on n'a clairement pas su faire en Europe sur les 25 années qui viennent de s'écouler. Et troisièmement, d'implantation de technologies qui sont importantes et particulièrement des nouvelles technologies. Réaliser qu'on peut faire les mêmes choses avec des moyens différents. Donc, je vous en ai déjà parlé, l'électrification, c'est 3 à 4 fois plus efficace que les moyens traditionnels. Une pompe à chaleur, c'est 3 fois plus efficace qu'un système à gaz. Un véhicule électrique, c'est 3 fois aussi plus efficace qu'un véhicule traditionnel. Aujourd'hui, quand on digitalise chez Schneider un bâtiment ou une industrie, on va chercher des économies de 20% à peu près. Et donc, le futur est digital et électrique. Et puis, on doit passer de 58%, on pourrait, en mettant en place ces technologies, passer de 58% d'importation à 30% d'importation. Ça représente la bagatelle de 250 milliards d'euros d'économies à l'échelle de l'Europe. Donc c'est un montant qui est absolument significatif et qui résoudrait, si on l'investissait dans des secteurs d'avenir, beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui de stagnation économique en Europe. Alors maintenant, je vais commencer à vous parler de la partie Schneider, mais je vais être très rapide parce que comme on est à Grenoble, il y a quand même un certain nombre de vos voisins, collègues, amis qui travaillent chez Schneider et qui seront capables de vous expliquer ça dans les détails. Mais l'électricité telle qu'on l'a connue et l'électricité telle qu'on va la connaître vont être extrêmement différentes. J'ai envie de simplifier énormément. Numéro 1, ce qui va bouger, c'est l'électrification des usages, voitures électriques, chauffage électrique, technologie basée sur l'électricité, donc beaucoup plus d'électricité. Deuxième chose, de plus en plus de la génération locale. On a tous été éduqués en France dans un système où l'énergie vient de grandes sociétés qui sont en général assez dominantes sur le marché. Le futur est que chacun d'entre nous, pour ceux qui habitent dans des maisons, pour ceux qui habitent dans des pavillons, puisse produire et stocker une grosse partie de votre énergie. Chacun d'entre vous peut devenir acteur personnel de cette transition énergétique. Et s'il y a une chose qui, moi, m'intéresse pour le futur, c'est de s'assurer qu'on passe de cette posture passive à une posture active, chacun d'entre nous, dans notre vie. Troisième point, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'électricité, tout va être connecté de la génération à la consommation au travers de ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les smart grids. Et puis enfin, l'intelligence artificielle doit être le premier catalyseur d'efficacité collective entre ceux qui produisent et ceux qui consomment de l'énergie. Et nous, aujourd'hui, quand on applique de l'intelligence artificielle à ce que je vous mentionnais, des bâtiments, on arrive en général à économiser de 4 à 10 fois plus que ce que l'intelligence artificielle consomme. Donc le bilan est largement positif. Donc voilà, ça s'est répété les choses. Alors certains diront, mais la France, on est déjà moderne, on est déjà équipé, on est déjà très en avance au niveau technologique. Alors c'est un peu vrai sur l'électrification, parce que la France aujourd'hui est à peu près, je vous parlais de la Chine comme pays modèle de l'électrification, on est à peu près au même niveau d'électrification que la Chine dans les bâtiments, dans les logements et dans l'industrie, avec une seule exception qui est le transport. Les véhicules électriques. Aujourd'hui, plus de 60% des nouveaux véhicules en Chine sont des véhicules électriques. Et deuxièmement, quand vous regardez ces ratios, la Chine va continuer à s'électrifier. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est à 28% d'électrification, elle sera à 1/3 d'électrification en 2030, et ensuite elle va continuer à substituer les énergies fossiles. Et en France, comme on n'a pas d'énergie fossile, et que franchement on a été précurseur dans l'électrification des bâtiments, il y a assez peu de raisons qu'on continue, que dans les bâtiments particulièrement, on n'aille pas vers le tout électrique. C'est vrai aussi dans nos villes, etc. Au niveau de la digitalisation, ce qui rend un bâtiment efficace ou une usine efficace, on est à des niveaux de digitalisation qui sont très faibles en France. 15% des bâtiments sont en fait équipés de digital. Vous avez 25% des logements maximum qui sont équipés de thermostats connectés. Donc on parle beaucoup d'efficacité, on en parle beaucoup au niveau de ce qu'on appelle le passif dans le bâtiment, c'est-à-dire l'isolation.
quand on a vécu, quand on a été éduqué en France, l'efficacité énergétique, c'est avant tout l'isolation. Mais la réalité, c'est que les technos ont bougé. L'isolation, c'est bien, mais le digital vous permet d'aller vers les mêmes niveaux, beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, et ensuite d'être connecté à un réseau intelligent qui vous permettra de consommer au moment où l'énergie est verte et au moment où l'énergie est peu chère. Et là, nos niveaux de digitalisation sont très faibles. Et là, on a tous une responsabilité. Schneider n'a probablement pas fait correctement son travail à promouvoir ces solutions, mais surtout, on a un sujet de formation professionnelle de ces nouveaux professionnels de l'énergie qui vont installer de la domotique, du bâtiment intelligent, de l'usine 4.0, qui sont des métiers super intéressants, aux confins du physique, de l'enveloppe du bâtiment et de l'usine, et aux confins, enfin, à la rencontre de cette électrification et de la digitalisation. Je vous passe un peu les choses, mais vous avez ici à Grenoble le leader mondial de la digitalisation et de l'électrification dans les bâtiments, dans les centres de données, dans l'industrie, dans les villes et dans les réseaux. Vous allez à New York, par exemple, aux États-Unis, tous les nouveaux bâtiments dans la skyline sont digitalisés par Schneider. Et nous ne souhaitons qu'une seule chose, c'est de faire de la France le pays, le creuset de référence de ce modèle d'efficacité et de décarbonisation. Quelques exemples. Vous êtes invité à visiter Intensity, qui est l'un des grands bâtiments de Schneider, qui est un bâtiment net zéro, qui utilise la géothermie, le digital et l'électrique pour être neutre en carbone. Un exemple aussi de CityCon en Finlande, qui dans un paysage, on va dire, climatique difficile, la Finlande, réussit à être net zéro avec une combinaison d'un micro-réseau électrique et de l'efficacité due à la digitalisation. Et puis enfin, des exemples industriels où nos partenaires industriels utilisent nos technologies pour être plus efficaces et donc économiquement plus performants. Finalement, quand on réfléchit à ce sujet de la souveraineté, il s'agit de faire quoi? Personnellement, je vis dans un environnement mondial, je ne crois pas que la souveraineté, c'est maîtriser l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur, parce que c'est juste impossible. C'est totalement impossible à l'échelle de Grenoble, impossible au niveau de la France, difficile au niveau de l'Europe. Vous avez structurellement dans le monde des interdépendances. Les semi-conducteurs sont fabriqués à un endroit du monde, avec des machines qui sont fabriquées en Hollande. Vous avez des sujets de terres rares, vous avez des sujets... Donc, le sujet, c'est de minimiser ces dépendances en étant plus efficace économiquement, technologiquement. Et la deuxième chose, c'est de gérer ces interdépendances en installant ces rapports entre partenaires qui permettent de sécuriser l'accès aux technologies et aux ressources principales. Mais aujourd'hui, en Europe, on peut économiser 60% d'énergie grâce au grain d'efficacité, 75% de la demande énergétique peut être électrifiée, ce qui veut dire qu'elle peut être produite sur le sol européen, contrairement à 20% aujourd'hui. Et puis, on peut faire beaucoup d'efficacité énergétique grâce aux nouvelles technologies. Si vous essayez de résumer, finalement, le choix de souveraineté, c'est un choix holistique. Et le choix de souveraineté, c'est le choix conscient, industriel, stratégique d'être compétitif. Et aujourd'hui, en Europe, il faut qu'on se remette face aux réalités. Et si l'on veut être souverain, ça veut dire qu'il faut qu'on soit compétitif dans tous les domaines. Il faut qu'on fasse le choix de la technologie, de la production locale, du développement local. Ça veut dire qu'il faut qu'on établisse des accords pour maîtriser nos minerais, pour être capable de produire certains produits chimiques. Il faut qu'on réalise aujourd'hui qu'on est totalement dépendant des plateformes digitales américaines et que si l'on veut s'en libérer, il faut au moins qu'on bouge vers de l'open source ou qu'on rééquilibre, qu'on travaille avec eux au sein d'accords correctement conclus. Il faut qu'on soit attractif au niveau des talents internationaux. C'est ça, la condition de la compétitivité. Je peux vous dire, ça fait 40 ans que je suis dans l'industrie. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans les entreprises, ce sont les collaboratrices et les collaborateurs. Si vous avez les meilleurs des collaboratrices et les meilleurs des collaborateurs, vous avez la meilleure des entreprises. Tout le reste n'est pas important. Donc il faut qu'on sache être les plus attractifs à tous les niveaux, économiques, au niveau du cadre de vie.
Il faut aussi qu'on soit attractif pour le capital. Aujourd'hui, vous avez 70% du capital mondial qui va aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on n'est pas très attractif pour le capital. Et donc, il faut que nos startups, celles qui sont ici, puissent avoir accès à des fonds de façon beaucoup plus évidente qu'aujourd'hui. Et puis enfin, la condition essentielle de la souveraineté, puisqu'on parle de souveraineté, c'est d'être équilibré financièrement. Et là, on est tous français et on sait qu'on a un pays qui, depuis 6 mois, court après son budget et que ce budget sera bien loin d'être équilibré. Quand on réfléchit à la souveraineté, c'est ça les conditions qui permettent d'envisager la souveraineté. Mais on a, dans le domaine énergétique, une capacité à faire non seulement de la France et de l'Europe un continent plus décarboné ou moins carboné, et surtout d'éviter de payer à l'extérieur des milliards qu'on pourrait aujourd'hui investir dans d'autres directions. Merci de votre... Je sais que c'est un peu sec comme démarrage de la journée, mais j'espère qu'on a commencé cette matinée avec beaucoup d'énergie, décarbonée et efficace.